So. De retour dans la studio de la radio que tout le monde refait, mesdames et messieurs, vous suivez Rendez-vous Afrique. Il est là maintenant pour notre première rubrique à la rencontre. Un tour à la régie et juste derrière, on se retrouve. Rendez-vous Afrique, nous allons à la rencontre. La rubrique à la rencontre aujourd'hui, mesdames et messieurs, la thématique c'est l'industrialisation de l'Afrique, mythe ou réalité. Pour en parler, Mireille Mollier, experte en communication internationale, elle est avec nous pour justement animer cette rubrique. Bonsoir Mireille Mollier. Alors c'est un plaisir, toujours un plaisir de se retrouver pour partager des bons instants autour de la thématique du développement de l'Afrique, parce que c'est ce qui nous intéresse dans Rendez-vous Afrique. Alors, dites-nous, aujourd'hui, le thème c'est l'industrialisation en Afrique. Déjà, de quoi s'agit-il? Et puis, quels sont les éléments, entre guillemets, qu'on peut donc faire partager à nos amis africains, parce qu'on le sait, les Africains sont friands donc d'entrepreneuriat aujourd'hui, on le sait, tout le monde veut entreprendre et je pense que ça passe aussi par une certaine politique d'industrialisation. Que pouvez-vous dire sur cette thématique? Alors, je vais essayer de faire un condensé sur le développement afin de donner plusieurs sources possibles sur le sujet de l'industrialisation et de l'entrepreneuriat. Donc, au niveau de l'industrialisation, vous avez ce que l'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Ce sont les fonds et les transferts de la diaspora vers le continent qui sont une source riche aujourd'hui et qui sont aujourd'hui une source de plus en plus comptabilisée par les institutions internationales. Vous avez également qui dit industrialisation, dit entreprendre, produire, exploiter et parle aussi de la mécanique. Souvent on pense que l'industrialisation est à grande échelle, mais non, c'est aussi à votre niveau en tant qu'entrepreneur et acteur économique du secteur privé. Donc il y a beaucoup de choses. Mais alors, je peux développer encore? Oui, allons-y. Alors, mythe, je dirais non, parce que vous avez un bon exemple comme Apple. Oui. Sa vie futuriste n'est pas un mythe. Vous avez beaucoup d'autres exemples. Par exemple, je vais prendre, mais c'était déjà il y a plusieurs années, mais c'est resté aujourd'hui dans les esprits de tout le monde. Vous avez les nanabets. Donc, elles sont entreprises, elles sont produites à grande échelle, donc de manière industrialisée, mais c'est du tissu. C'est du tissu que les femmes portent et c'est aujourd'hui un très gros marché et un bon commerce. Donc, vous avez aussi, qui dit entreprendre, vous avez les marchés publics, vous avez les PPP, les partenariats privés-publics, vous avez la gestion publique, vous avez la bonne gouvernance. Et toutes ces structures ont de plus en plus ouvert leur pôle économique au secteur privé. Vous avez aussi une personne qui a une toute petite entreprise, mais parce qu'elle est bien structurée, elle est bien formée, elle se lance dans l'entrepreneuriat, elle répond à un projet, elle va présenter un projet et ensuite elle décroche un marché. Et quand vous dites industrialisation, vous parlez d'un projet qui non pas qui va juste se réaliser et être exploité, mais qui doit inclure la phase développement. Et quand vous le lancez, ce projet doit être un projet au moins quadriennal, donc 4 ans, quinquennal, 5 ans, voire même décennal pour 10 ans. Parce que les investisseurs et les différents partenaires ne vont pas s'associer avec vous pour quelque chose qui est pour 2 ans. Parce que là, il n'y a pas de phase de développement qui est prévue, sinon là-dedans. D'accord. Vous avez également, vous avez aussi les business angels. Il y a beaucoup de business angels africains. On parle d'industrialisation. Il y a certains pays anglophones qui s'industrialisent beaucoup, qui ont beaucoup développé, mais c'est parce que ça n'est pas suffisamment bien médiatisé sur un plan marketing et sur un plan promotionnel de dire qu'aujourd'hui on a des grands
industriels africains et que nous sommes juste derrière l'Asie, le continent qui industrialise le plus. Maintenant, quand je dis ça, ça peut surprendre certains auditeurs parce qu'ils vont répondre on ne voit pas. Ben forcément parce que beaucoup d'entre eux ne regardent l'industrialisation que par la gouvernance. Qui dit gouvernance dit une institution publique, donc déjà vous savez que c'est beaucoup de bureaucratie, quand le pays doit s'industrialiser, il doit répondre à ce que l'on appelle un PND, un plan national de développement, ce qui correspond aussi au programme qu'un candidat à la présidentielle sur lequel il s'est fait voter pour être chef d'État et qu'il doit traduire ça ensuite en PAG, plan d'action gouvernementale, parce qu'il doit prendre des pôles qu'il doit développer. Après, il ne vous empêche pas de pouvoir y être intégré. Aujourd'hui, vous avez aussi, entre l'Afrique et l'Europe, OEACP, l'Organisation des États Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui s'est ouvert énormément au marché, aux acteurs privés. Vous avez, anciennement on appelait l'Union Européenne ACP, vous avez les accords post-Cotonou. D'accord. Alors, l'institution qui a on va me demander. Alors, Mireille Mollet, c'est vrai que la politique, elle est globale. On parle de projets ici. Le problème que l'Afrique a en général au niveau des jeunes Africains, c'est l'élaboration des projets. L'élaboration des projets et ensuite on va dire, accepter son projet pour avoir un financement. Alors, à ce niveau-là, il y a aussi des craintes par moment parce qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire, vous faites un projet et après, on ne vous finance pas, on n'accepte pas de vous financer et vous retrouvez le projet qui est en train d'être mis en place soit par les gouvernants, soit par d'autres personnes. La deuxième chose, c'est justement le manque de formation au niveau de l'élaboration des projets parce qu'on vous dit, vous êtes africain, pour avoir le financement, il faut élaborer le projet dans de bonnes conditions alors qu'on n'a pas la formation. Vous avez tout à fait raison, et ce dont vous êtes en train de parler était la fin de notre chronique de la semaine dernière, quand on a commencé à évoquer un peu l'aspect entrepreneurial. Et puis, effectivement, il faut des organismes, des personnes qui s'y connaissent en montage de dossiers publics, en montage de dossiers de business plan et de financement. Parce que quand vous allez, et j'avais aussi évoqué la semaine dernière, qu'il fallait bien sécuriser son projet et le verrouiller. Donc vous le montez, vous le sécurisez, vous le verrouillez, ensuite vous pourrez aller le présenter. Et pour le monter, chacun a ses compétences. L'entrepreneur, tout le monde n'a pas la connaissance d'à la fois être entrepreneur, juriste et autres. Et un projet, il faut effectivement penser aussi à la propriété intellectuelle, l'OAPI, YPO, donc l'OLPI pour la Côte d'Ivoire, la marque, le logo de l'idée, etc. Vous avez aussi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous avez aussi la partie juridique. Vous avez l'OHADA, l'harmonisation du droit des affaires, parce que c'est ça aussi, votre projet se positionne où, la fiscalité aussi, et là, c'est pas beaucoup de moyens tout ça, c'est pas beaucoup de moyens pour un citoyen lambda qui certainement a son idée de projet et qui doit passer par tous ces appareils-là. Non, c'est pas beaucoup de moyens, parce qu'il faut trouver des personnes déjà habilitées à faire monter pour que ça se faire. Et la semaine dernière, nous avons aussi évoqué le cas du réseau. Donc, vous rentrez dans un réseau, par exemple, dans un réseau d'entrepreneurs, et dans ce réseau, vous avez quelqu'un qui a les compétences en matière juridique et avocat, vous avez un autre qui est spécialiste dans le montage des dossiers publics, vous avez un autre qui est spécialisé dans l'industriel. Donc, parce que sinon, c'est beaucoup de moyens si vous le faites seul et si vous allez chercher chacun tout seul dans son bureau. Mais si vous êtes dans un groupe constitué avec toutes ces compétences, non. Et puis, comment vous pouvez, après, c'est en interne comment se négocie. Si vous êtes membre, soit vous payez un dû
modeste, ou si vous arrangez avec la personne en compétence, mais il y a un retour en contrepartie qui n'est pas forcément financier, mais autrement. D'accord. Alors, Mireille Mollet, aujourd'hui, on le sait, hein, les jeunes Africains sont portés par ce côté entrepreneurial qui permettra, bien sûr, au fur et à mesure, l'industrialisation de l'Afrique. Quand on prend la carte de l'Afrique, la cartologie, on se rend compte que du nord au sud, en passant par le centre, il y a que des zones de stabilité sont des zones qui évoluent de façon exponentielle, donc dans cette industrialisation. Malheureusement, les zones où l'instabilité règne, ça rime avec bien sûr le sous-développement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer bien sûr cela et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour atteindre un certain niveau pour tous ces pays-là? Je ne dirais pas comme vous que dans les zones un peu plus instables, c'est comme ci, et dans les zones plus stables, c'est comme ça. Non, parce que là, dans ce que vous dites, ça veut dire que vous portez attention et vous intégrez la gestion de l'État, par de la gouvernance. Quand vous êtes industriel, vous n'êtes qu'un acteur économique. Certes, bien sûr, vous devez faire attention à la politique du pays, mais votre priorité, c'est de faire de la capitalisation, c'est de faire un chiffre d'affaires. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires, vous, c'est juste votre business. Et dans les zones que vous avez considérées peut-être des zones avec un peu plus de stabilité, vous avez aussi des forts taux d'industrialisation, sauf qu'elles ne sont pas médiatisées. Ce qui faillit à l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas structuré sa politique de médiatisation et de marketing, qui est aussi un vecteur d'influence. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes lésé. Parce qu'on a tellement d'industriels dans tous les pays des 54 nations en Afrique qu'aujourd'hui, quand on parle de là, on dit « Ah, on ne savait pas, les gens le découvrent. » Non, la personne, elle est là depuis plusieurs années. Elle a fait sa place. Elle est millionnaire et elle a fait sa place. Elle est aujourd'hui à très haut capitaux, mais juste dans son secteur, et on ne l'entend pas parce qu'il ne s'occupe pas du reste. Il ne s'occupe pas de la partie publique, il ne s'occupe pas de la partie politique. Donc c'est pas seulement dans des zones instables, parce que justement, par exemple, dans la période actuelle de la Covid, beaucoup de gens disent « Ah, mais là c'est difficile ». Je dis non, quand c'est au niveau des affaires, à grande échelle, j'ai dit mais il y a des gens qui sont spécialistes de se positionner justement dans des situations de crise, parce que c'est là que le cours baisse, c'est là qu'ils peuvent s'installer, et quand la vie normale et l'économie va reprendre, eh ben, ils vont juste prendre des royalties et des dividendes. D'accord. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion du risque, le niveau de risque. C'est sûr, on comprend bien hein, qu'on peut donc, on va dire, bénéficier des situations atténuantes. Alors, on n'a pas forcément assez de temps pour développer en long et en large cette thématique. Le conseil qu'on pourrait donner donc à ces jeunes Africains, on le disait, hein, industrialisation, mythe ou réalité, c'est vrai que c'est une réalité parce que ça existe, parce que des appareils existent, parce que des chiffres existent, et mythe parce que tout le monde n'a pas accès donc on va dire à ces financements qui permettront bien sûr d'aborder cette nouvelle aide d'industrialisation. Et quels conseils pouvez-vous donc donner à toute cette jeunesse africaine qui justement est en passe de passer à cette industrialisation par l'entrepreneuriat? Le premier conseil que je peux donner à cette jeunesse ou à n'importe quel entrepreneur africain, c'est que plutôt que de consacrer une très grande partie de son temps sur Internet, sur un réseau social en particulier américain, à regarder toutes les polémiques motionnelles, et plutôt aller à l'information, chercher ses ressources et ensuite se structurer, dire « Ah, mais on m'a parlé de telle institution, de tel organisme, de tel groupe, et de savoir comment lui, il peut y rentrer, comment il peut y accéder. » Donc, au lieu d'aller polémiquer sur un mot, l'extrait d'une phrase, un élément qu'on va sortir chaque semaine, parce qu'on sait que chaque semaine, vous allez réagir de la même manière,
et ça vous fait perdre du temps et donc de l'argent. Ça ne vous permet pas de vous concentrer sur l'essentiel de votre vie aujourd'hui. Et l'Afrique a toujours été un continent entreprenant. Donc, allez plutôt vous focaliser à prendre les arguments, plus pousser sur ce que l'on vote, les sites ou les organisations que l'on a mentionnées, et de faire son plan, avant de faire son business plan, de faire son plan stratégique, de se dire, moi, je veux faire ça, mon ambition, c'est d'aller là, donc comment je fais pour pouvoir accéder, rentrer là-dedans, et ensuite aller chercher à intégrer des groupes d'échange, de partage, pour qu'ensuite il y ait une ouverture d'esprit, une amélioration de son environnement d'affaires, et qu'il puisse aussi maintenant cheminer vers cette voie-là. Et par exemple, sur l'industrialisation et l'entrepreneuriat, je vais vous donner l'exemple de femmes et de leurs coopératives, surtout, je vais prendre l'exemple de celles qui font du beurre de karité, mais c'est très mécanique, elles sont très mécaniques, on les connaît comme très mécaniques, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'industrialisation, la définition de l'industrialisation parle aussi de mécanique. Donc aujourd'hui, elles sont constituées en coopératives, certaines font ce qu'on appelle des tontines, en tout cas font ce qu'on appelle institutionnellement de l'économie solidaire, et sur ce système d'économie solidaire, elles vont regrouper une somme d'argent pour acheter une machine qui va peut-être faciliter pour décortiquer les noix ou pour les transformer, les dévoiler, etc. Mais ça, c'est l'industrialisation qui démarre. D'accord. En un mot, c'est bien sûr le travail. On aide l'industrialisation à petite échelle et on monte. D'accord. Donc, en un mot, comme je le dis, c'est le travail, la solidarité donc, autour du travail. Est-ce qu'on peut espérer, pour terminer, avoir, bien sûr, ces notes de noblesse pour le développement de chacun d'abord et pour l'Afrique? Ça commence toujours par soi. Ouais. Donc oui, c'est d'abord les notes de noblesse pour soi. Donc vous avez votre blason, et votre blason, vous montez au niveau des armoiries de votre pays et du continent. Vous ne pouvez pas être prospère. Si vous décidez d'être un industriel ou un grand entrepreneur, il faut quand même être modèle, soi-même. Parce que sinon, quelle crédibilité, quel profit public et état de service pourra-t-on bénéficier de vous? Personne ne peut attester que vous êtes de bonne moralité, de bonne heure, si vous n'avez pas prouvé comment vous allez faire vos gages. Mais qui est aussi un industriel est aussi un chef d'entreprise. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez aussi acquis des capacités managériales. Parce que c'est pas, on prend quelqu'un, on embauche quelqu'un, et on ne sait pas le former, et dedans, quand on a des capacités managériales, il n'y a pas que le dire entreprendre, parce que entreprendre, c'est faire quelque chose. Mais il y a aussi la faculté d'intrapreneuriat, c'est-à-dire de bien former les personnes avec lesquelles vous travaillez, pour leur développement personnel et le développement de la société. Mireille Bollé, merci. Merci à vous. Et on se retrouve lundi prochain. Merci. Merci à vous. Merci à vous. À la